aujourd'hui, c'est moi qui va faire la présentation. Normalement, c'est M. Bouchard qui présente les conférenciers. Alors, ça va être à mon tour de présenter M. Bouchard, qui est notre fellow Jaroslawski de cette première édition du programme Leadership et responsabilité collective, dont le sujet a été les regards multidisciplinaires de la COVID-19. M. Bouchard, historien et sociologue. Il est professeur retraité du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi. À la lecture de son CV, qui est quand même un CV très long, j'ai remarqué qu'il est l'auteur et le co-auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages, dont 3 romans et beaucoup d'articles qui ont été publiés dans des revues scientifiques. Alors, M. Bouchard a reçu plusieurs distinctions, dont le prix du gouverneur général du Canada en 2000 pour son livre Jeunesse des nations et cultures du Nouveau Monde, et aussi la Légion d'honneur de France en 2002. Alors moi, mes souvenirs de M. Bouchard, ça a été en 2007, lorsqu'il a co-présidé avec le philosophe Charles Taylor la commission de consultation du Québec sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Personnellement, j'étais rivée devant mon téléviseur pendant cette période. Et depuis 1 an, j'ai le plaisir et l'honneur de travailler avec M. Bouchard. Grâce à lui, nous avons reçu plus d'une vingtaine de conférenciers et conférencières qui nous ont vraiment enrichis et qui nous ont fait beaucoup réfléchir. J'ai découvert un grand homme, un grand intellectuel, d'une grande générosité et vraiment un super beau sens de l'humour. M. Bouchard, je vous cède la parole. Oui, c'est agréable de parler après vous, Anna. Vous êtes vraiment très généreuse. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes, comme d'habitude, et bienvenue à cette dernière séance de notre programme. C'est avec un peu de tristesse que personnellement j'en suis rendu là. J'avais beaucoup aimé nos rendez-vous bi-hebdomadaires, bimensuels. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, j'aurais pu proposer un survol de tout ce que nous avons vu depuis le début, un survol de tout ce que nous avons appris. Mais justement, nous l'avons appris et je ne vois pas ce que j'aurais pu ajouter en remarchant dans les pas de ceux qui m'ont précédé. Alors, ce que je vous propose, c'est un nouveau parcours à travers la pandémie, mais cette fois sous un éclairage qui n'a pas été emprunté jusqu'ici. C'est un éclairage qui va peut-être vous surprendre un peu, en tout cas qui va, je l'espère, vous instruire. Et cet éclairage, c'est le suivant. Nous allons à nouveau explorer la pandémie, mais sous l'éclairage de la culture. Alors, quand je dis la culture, c'est non seulement les arts et les lettres, c'est beaucoup plus que ça, c'est la culture au sens anthropologique, c'est-à-dire l'ensemble des traditions, des données, des contenus identitaires, des visions du monde, de la mémoire, des valeurs qui caractérisent une société et à l'aide desquelles une société veut se définir et se projeter vers l'autre. Alors, dans cette direction, nous allons suivre, s'il vous plaît, Alan. Je reviens. Voilà. L'autre diapo, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est faire ce parcours en 5 étapes, en quelque sorte. D'abord, il faudra que je vous présente quelques outils. Deuxièmement, nous allons nous demander comment, au Québec, nous avons perçu, comment nous avons interprété cette pandémie qui nous est tombée dessus, et en particulier, quels sont les grands schémas culturels que nous avons mobilisés pour interpréter, donner un sens à cette pandémie. Troisièmement, nous allons nous demander comment nos sociétés se sont comportées durant la pandémie. Est-ce que, précisément, elles se sont comportées en conformité avec l'image qu'elles se font d'elles-mêmes et avec l'image qu'elles veulent projeter d'elles-mêmes. Quatrièmement, nous allons passer rapidement en revue ce que je crois que nous avons appris grâce au contexte de crise. Et finalement, nous allons nous interroger sur l'héritage culturel
potentiels de la pandémie. Par exemple, est-ce que la pandémie va engendrer de nouvelles valeurs, de nouveaux mythes, de nouvelles visions du monde, etc. Et c'est là que je vais vous demander de vous mettre au travail à ma place, parce que je vais vous offrir différentes options entre lesquelles vous serez invité à choisir. Bien, alors, un contexte de crise. Anan, vous êtes parlé trop vite là, non? Non, OK. Voici. Non, juste avant ça. Il n'y en a pas une avant? Non. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai parlé d'un contexte de crise qui, évidemment, est toujours très favorable à l'étude d'une société, à la compréhension de ce qu'est véritablement une société. On peut voir les rapports sociaux déterminants, on peut en deviner les ressorts les plus profonds, les tendances lourdes. Et ensuite, comme je le disais, on peut voir dans quelle mesure les comportements d'une société sont conformes aux images, aux orientations qu'elle se donne officiellement. Vous allez trop vite, Alan. Ah, OK, excusez-moi. Et puis, donc, à la faveur de ce contexte de crise, nous allons peut-être voir un petit peu mieux ce que nous pouvons observer, ce que la crise nous révèle sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Je dis que nous allons avoir besoin de quelques outils. Alors, ces outils prennent la forme de 3 concepts. Vous pouvez y aller. Oui. Je ne peux pas commander moi-même. Hein, non, je sais, je sais. Voilà. Ce sont 3 concepts dont nous aurons besoin et que... Là, vous allez trop vite. OK, voilà, excusez. Ce sont 3 concepts dont nous aurons besoin avant de nous mettre au travail. Alors, le premier de ces concepts, c'est le concept d'imaginaire collectif, qu'il ne faut pas confondre avec quelque chose qui relève de la fiction, quelque chose qui est simplement imaginé, donc qui est un peu irréel. L'imaginaire collectif, c'est beaucoup plus que ça. Ça désigne des représentations très stables, profondément enracinées jusque dans l'inconscient, des représentations qui sont robustes, qui sont durables et qui sont différentes des autres pour ces raisons-là. Quand on dit d'une perception qu'elle relève de l'imaginaire, on veut dire qu'elle se distingue des autres justement par le fait qu'elle dure, elle est profondément enracinée et qu'elle est durable. Elle est dure à éradiquer. C'est ça que l'on veut dire. Que l'on veut dire quand on parle d'une perception qui fait partie de l'imaginaire. La suite, s'il vous plaît. Oui. Alors, exemple de représentation qui relève d'un imaginaire, tout ce qui appartient à l'identitaire, à l'identité d'une société, à l'identité d'une famille, à l'identité que quelqu'un se construit de lui-même ou d'elle-même, la conception de la nation, la vision de l'étranger. Et évidemment, il y entre beaucoup de stéréotypes, mais toutes ces visions-là sont profondément enracinées, ne changent pas facilement, et donc elles relèvent de l'imaginaire. Alors, d'autres exemples. La vision que l'on a de son père ou de sa mère, par exemple. Ce sont des choses très profondes où se mêlent du rationnel et de l'émotion, la vision de son enfant ou de ses enfants, la vision du lieu de sa naissance et la mémoire qu'on en garde. Voilà des représentations qui relèvent de l'imaginaire parce que ce ne sont pas des représentations frivoles ou fragiles qui vont changer du jour au lendemain. Au contraire, ça peut accompagner une personne tout au long de sa vie. C'est très, très enraciné, encore une fois. Le deuxième concept dont nous aurons besoin, et celui-là, nous allons peut-être nous arrêter un petit peu plus longuement pour bien l'expliquer, c'est le concept d'archétype. Je ne crois pas que les futurs ingénieurs aient rencontré souvent ce concept dans leur parcours, mais c'est le moment de le faire aujourd'hui. Alors, au sein de l'imaginaire, tel que nous allons le définir, il y a des représentations qui sont encore plus stables que les autres, qui sont plus profondément enracinées, et c'est ce qu'on appelle des archétypes. Ce sont des représentations qui opèrent au-delà de la raison, qui sont universelles, ce qui en fait des représentations vraiment très remarquables, et non seulement universelles, mais qui sont de toutes les époques.
dont on trouve des expressions depuis le Moyen Âge ou d'aussi loin qu'on puisse se rapporter. Et qu'encore une fois, on trouve aujourd'hui dans nos sociétés postmodernes, aussi bien en Europe qu'en Asie, en Amérique, etc. Donc, c'est vraiment des représentations d'un type étonnant. Et on va donc les caractériser comme des représentations premières, des sortes de matrices qui servent à construire d'autres représentations. Et il y a une phrase que l'on entend souvent à propos des archétypes. Les archétypes, ce n'est pas quelque chose que l'on observe, mais c'est quelque chose par lesquels on observe, sans s'en rendre compte. Ce sont des choses qui nous viennent instantanément à la conscience. Alors, exemple d'archétype, je vous en donne quelques-uns. Donc, des images qui reviennent spontanément dans toutes les sociétés, à toutes les époques, dans certains contextes. Donc, la Renaissance, voilà une image archétypale. La Renaissance en tant qu'elle marque une rupture, un recommencement, une fondation. Vous voyez, ce sont des notions qu'on voit observer, par exemple, dans des sociétés que l'on juge corrompues, qui sont stagnantes, qui sont en déclin. Et à un moment donné, il y a une nouvelle génération qui se lève et qui dit, bon, ça suffit, maintenant on met fin à cela et on va entrer dans une nouvelle ère. Et là, on va utiliser donc des concepts comme ceux-là, le concept de renaissance, qui ouvre des horizons pleins de promesses, rien ne sera plus comme avant. Et finalement, ça va ouvrir, ça va dégager toutes sortes d'énergies, justement, les énergies qu'on retrouve à la naissance. Donc, un retour à la naissance, un retour aux sources de la vie dans ce qu'elle a de plus jaillissante, de plus prometteur, etc. Ça, donc, c'est encore une fois un marquage qu'on trouve dans toutes les sociétés à toutes les époques. Ensuite, Anan. Oui. Oui, excusez. Oui. Alors, deuxième exemple, le bouc émissaire. Ça, c'est un archétype qui survient dans une société, une tribu, n'importe quelle collectivité, où cette collectivité est frappée par une infortune, une catastrophe quelconque. Et cette catastrophe va inspirer le sentiment de la faute, d'une culpabilité. Ce sont des dieux qui se sont mis en colère. Quoi qu'il en soit, il y a une punition qui a été infligée à cette société. C'est comme ça qu'on va interpréter ce qui nous arrive. Et le réflexe du bouc émissaire, c'est qu'on va chercher un coupable. C'est comme si la société se dégageait du fardeau de la faute sur un tiers. Et ce tiers, en général, c'est un individu ou un groupe un peu marginal, qui est déjà différent des autres, donc qui est déjà un peu suspect. Alors, on va le châtier et ce sera ce qu'on appelle aussi couramment le mouton noir. Et à partir de ce moment-là, la société va retrouver l'innocence, elle va retrouver la paix et la vie pourra continuer. Maintenant, le pauvre mouton noir, le pauvre bouc émissaire, lui, il faudra qu'il vive avec ça s'il en survit, parce que parfois, il est mis à mort. Alors, figure de bouc émissaire bien connue en Europe, le juif, le rome, les sorcières. On pense à la chasse aux sorcières qui a traversé l'Europe du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, ou même aux États-Unis, au Massachusetts, au XVIIIe siècle. C'est donc un mécanisme qui est extrêmement répandu, le bouc émissaire. Troisième exemple d'archétype, l'Apocalypse. La croyance que la société est si désordonnée, tellement bouleversée qu'on va retourner au chaos initial. Et là, c'est un sentiment qui inspire une peur profonde. On pense qu'il n'y a plus d'avenir, que c'est plus que le déclin, c'est la fin prochaine de ceci ou de cela, et c'est même la fin du monde. La fin du monde est souvent prévue à ce titre-là. Et au Québec, si on veut chercher des exemples, eh bien, à peu près à tous les 10 ans, il y a un intellectuel ou des intellectuels qui prévoient la fin de la francophonie, la fin du Québec francophone. Alors, un événement marquant dans ce registre-là, c'est un documentaire qui a été fait dans les années 1980 par Madame Lise Payette et qui s'intitule tout simplement Disparaître. Un livre de Pierre Vadeboncoeur qui s'appelait Le génocide. Alors, vous voyez, mais là, à ce moment-là, c'était le Québec qui programmait lui-même
son génocide. Alors, toutes ces visions-là relèvent de l'Apocalypse. Et puis, évidemment, on se demande, la société qui est frappée se demande comment éviter l'Apocalypse. Alors, dans les anciennes sociétés, mais aujourd'hui aussi, ça va donner lieu à des suicides. On va recourir aux religieux. Ce sera l'époque des nouvelles philosophies, des prophètes, etc. Donc, voilà notre troisième exemple. Quatrième exemple, le complotisme, le sentiment que la société est menacée par des forces cachées, les forces du mal. Alors, ceux d'entre vous qui n'êtes pas trop jeunes, vous pouvez vous rappeler en 2001, après les attaques des tours de Manhattan aux États-Unis, au moment où les Américains ont décidé de frapper l'Irak, la phrase qui revenait souvent dans le discours du président Bush, c'était les forces du mal. C'était exactement ça. C'était la concrétisation parfaite de ce quatrième archétype. Et puis, encore une fois, comment s'en défendre? Alors, par des comportements radicaux, par la violence, par la destruction, par la vengeance, par la haine, etc. Tout ce qu'on a vu, en fait, aux États-Unis après 2001. Vous voyez, il y a encore des prisonniers à Guantanamo qui sont là depuis 2001, qu'on a martyrisé pendant des années inutilement, et maintenant, on ne sait plus quoi en faire. On n'ose pas les libérer parce qu'ils seront tellement fâchés qu'on craint qu'ils retournent à la violence. Vous voyez, des réactions qu'on retrouve dans ce contexte où on a l'impression que notre société est menacée par toutes sortes de forces cachées qui agissent en secret et qu'on ne voit pas. On sait qu'elles sont là, mais on ne les voit pas. Je crois que nous avons un cinquième exemple. C'est l'idée qu'avant le cataclysme, avant le malheur, avant la crise, il y avait un âge d'or. Le passé était heureux, harmonieux, ordonné, paisible. Et puis, tout à coup, pour des raisons diverses, mais souvent par notre propre faute, l'âge d'or a été brisé et on est tombé dans une ère très malheureuse. Alors, souvent, donc, on va se sentir coupable de cette dérive. Notre société a commis des excès, elle a péché par orgueil, elle a manqué de sagesse, elle a manqué de modération. Et il faudrait revenir au passé pour retrouver l'âge d'or. Alors, d'autres exemples d'archétypes, le repli, l'insécurité, la peur de l'avenir, la peur de changements que l'on ne contrôle pas. Alors ça va déterminer des comportements de repli, la recherche d'abri, la recherche de refuge. Et puis, septième exemple, et je crois que nous allons nous arrêter là pour ce qui est des exemples d'archétypes, les utopies. Le malheur que l'on vit peut donner naissance à des rêves magnifiques, des visions embellies, grandioses, de ce que nous pourrons faire après cette catastrophe, et qui sont souvent évidemment des projets, des plans irréalistes de l'avenir. C'est fondé sur l'idée que tout est possible et qu'on peut rêver de façon illimitée. Alors, il y a deux autres exemples qu'on va passer parce qu'ils sont secondaires. On va aller plus loin si vous voulez bien. Oui. Je reviens ici. Oui, alors je vais résumer ce que j'ai dit jusqu'ici à propos des archétypes pour que vous retenez bien tout cela, des figures universelles qui relèvent de l'inconscient collectif, qui opèrent à l'échelle supra-individuelle, auxquelles les sociétés recourent spontanément souvent à leur insu et qui sont récurrentes et qui exercent une fonction matricielle, qui sont le siège d'autres représentations et dont nous allons trouver des traces plus loin lorsque nous continuerons notre parcours à travers la pandémie ici au Québec. Troisième concept, et ce sera le dernier, après ça nous serons prêts à nous mettre au travail, mais celui-là est extrêmement important, c'est le concept de mythe social. Alors le concept de mythe, il faut faire attention parce que il est déjà le siège d'un certain nombre de significations dans la vie courante, de significations qui ne sont pas celles que j'utilise. Alors, par exemple, le mythe peut désigner des illusions, des représentations inexactes,
des tromperies. Le mythe, par exemple, du Canadien français qui est inapte aux affaires, le mythe du Juif qui contrôle toute la finance mondiale, etc. Le mythe peut désigner aussi des légendes, des contes inoffensifs, des fables qu'on destine aux enfants, Barbe Bleue, le petit Poucette, etc. Il peut désigner aussi le merveilleux. Alors, c'est le Graal, le pays des cocaignes, la terre promise, etc., ou l'Eldorado. Il peut désigner aussi des utopies, la société sans classe, de l'idéologie communiste, la paix mondiale, la fin de toutes les guerres. Peut-être que la planète verte relève un tout petit peu aussi d'un raisonnement un peu utopique. Et puis, cinquièmement, le mythe désigne aussi souvent un mensonge, une aliénation, une source de dérive dangereuse. Et là, on pense au communisme soviétique, stalinien en particulier, on pense évidemment à l'hitlérisme, etc. La définition que nous allons adopter, à laquelle nous allons nous rapporter, c'est une définition qui est scientifique, qui se situe dans la tradition philosophique occidentale, c'est-à-dire un grand idéal, une valeur fondamentale, comme par exemple on parle des mythes fondateurs de l'Occident. Dans ces cas-là, on pense à la liberté, l'égalité, les droits humains, le progrès, la démocratie, etc. Et ce qui caractérise ces mythes-là, ou ces valeurs-là, c'est qu'elles sont transcendantes. Ce ne sont pas des valeurs ordinaires comme la ponctualité, la politesse ou ce genre de choses-là. Ce sont des valeurs transcendantes et même sacralisées. Mais je ne vais pas dire nécessairement sacralisées au sens du religieux, simplement sacralisées au sens qu'elles transcendent l'ordre moral ordinaire de l'éthique. Alors, par quoi peut-on reconnaître que des valeurs qui auparavant étaient ordinaires ou même n'existaient pas sont apparues et se sont sacralisées? Et le mot que j'emploie, c'est comment elles se sont mythifiées, parce qu'il y a un processus de mythification qui intervient et qui transforme ces valeurs-là. Alors, il y a trois mentions auxquelles on peut se reporter pour reconnaître une valeur sacralisée, c'est-à-dire un mythe. Premièrement, une disposition sacrificielle. Des personnes sont prêtes à sacrifier leur vie, donc sont prêtes au sacrifice ultime au nom d'une valeur sacralisée. Tous les gens qui, encore aujourd'hui, meurent au nom de la liberté. On le voit là en Birmanie et on le voit dans plusieurs pays, plusieurs régions du monde présentement. On le voit encore en Syrie, etc. Donc, quelqu'un est prêt à aller donner sa vie au nom d'une valeur. Voilà une disposition sacrificielle qui annonce qu'une valeur a véritablement acquis un statut particulier. La notion de tabou. Une fois qu'une valeur est sacralisée, on ne peut plus la critiquer, on ne peut plus la rejeter. Vous savez, si vous faites une conférence en Afrique du Sud, vous n'allez certainement pas flirter avec l'idée que l'idée de l'égalité des races, ce n'est pas une bonne idée. Qu'au fond, les races sont inégales et qu'il faudrait revenir à l'ancienne notion. Vous ne direz pas ça si vous êtes en Afrique du Sud, vous ne direz pas ça non plus si vous êtes dans le Midwest américain, etc. Et puis, troisièmement, troisième élément, le tabou qui s'accompagne de la sanction. Si vous transgressez un mythe, il y aura une sanction de diverses natures. Dans les cas les plus graves, vous serez condamné à la mort. Dans d'autres cas, c'est moins pire, mais c'est assez grave aussi. Voilà, par exemple, l'année dernière, ou il y a 2 ans, le propriétaire d'un club de basketball de la NBA aux États-Unis, les Clippers de Los Angeles, je crois, a prononcé des paroles injurieuses à propos des Noirs. Ça s'est su. La Ligue l'a obligé à vendre son club. Elle lui a imposé une amende d'1 million de dollars et lui a interdit d'assister dorénavant à aucun match de basketball américain aux États-Unis. Autre exemple, l'année dernière, le gestionnaire d'un immense hedge fund
qui avait eu un succès phénoménal. En l'espace de 10 ans, il avait réussi à recruter des actionnaires qui y ont investi des dizaines de milliards. Et à une réunion des actionnaires, quelqu'un s'est levé pour demander à ce type-là, au PDG, comment il faisait, pourquoi il y avait tant de facilité à convaincre les actionnaires à mettre de l'argent dans son hedge fund. Et il a dit, le type, ben, c'est très simple, c'est pas plus compliqué que de lever une fille dans un bar. Eh bien, dans les semaines qui ont suivi, il a perdu le tiers de ses actionnaires et le tiers de ses capitaux. Et puis, vous avez peut-être vu passer, il y a un mois, le responsable du comité olympique du Japon qui s'est plaint de ce que dans les réunions des sous-comités, il y avait trop de femmes, qu'elles parlaient trop longtemps et que ça faisait perdre du temps. Eh bien, dans la semaine qui a suivi, il a été obligé de démissionner et il a été remplacé par qui? Par une femme. Alors, vous voyez que quand une valeur est érigée en mythe, dans ce cas-là, c'est l'égalité homme-femme, c'est la condition de la femme, il est extrêmement coûteux de se dresser contre cette valeur parce qu'il y a une sanction. Alors, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que si vous ajoutez le tabou et la sanction, ça opère exactement comme un système immunitaire qui protège la valeur mythifiée contre des attaques, des critiques, etc. C'est exactement une fonction analogue à un système immunitaire. Suivant, Anan, s'il vous plaît. Oui. Alors, quels sont les rôles que remplissent des mythes dans une société? Je dis les mythes sociaux parce que les valeurs dont je parle sont des valeurs qui se déploient dans des sociétés, des contextes d'une collectivité, que ce soit des familles, encore une fois, des villes, des régions ou des nations, ou même des continents. Quand on parle des Européens, on réfère tout le temps à des mythes, et je disais tout à l'heure, je parlais des mythes occidentaux. Bon. Alors, les fonctions que remplissent les mythes dans toute société, c'est d'abord de nourrir l'identité, de soutenir l'identité, d'y intégrer des idéaux, des rêves collectifs, de favoriser la cohésion sociale, de nourrir la mémoire, de faciliter la mobilisation collective, d'inspirer des orientations politiques à long terme pour une société, etc. D'ailleurs, quand dans une société, les mythes nationaux ou les mythes sociaux se portent mal, sont en déclin, sont contestés, perdent de leur emprise, on voit tout de suite apparaître des formes de pathologie. Et dans nos sociétés, la première forme que l'on voit, c'est les déclins de la démocratie. Alors, regardez du côté du Brésil, regardez du côté des États-Unis. Vous avez des exemples parfaits de ce que je suis en train de dire là. Pour ce qui est des États-Unis, vous avez dû le voir avec la conférence de Madame Michelle Lamont. Autrement dit, les mythes sociaux ou les mythes nationaux sont un mécanisme sociologique extraordinairement puissant et nécessaire à toute société. Et ces mythes-là, tels que je viens de les définir, se retrouvent dans toutes les sociétés, que ce soit des sociétés modernes ou post-modernes. Il faut récuser l'image qui est très répandue encore aujourd'hui, que les mythes, c'est le fait des sociétés tribales, pré-industrielles, qui ont raté le coche de la civilisation et que nos sociétés, à nous, se gouvernent uniquement par la raison. Donc, dans l'héritage des fameuses lumières du XVIIIe siècle. Les mythes sociaux existent partout, sauf qu'il y a plusieurs sociétés qui prétendent ne pas en avoir. Autre diapo. Oups. Alors, je pense que nous avons maintenant en main tous nos outils. Je pense que vous devez maintenant avoir une idée assez précise de ce que sont les imaginaires collectifs, de ce que sont les archétypes, de ce que sont les mythes sociaux. Maintenant, ce que nous allons essayer de voir, c'est quels sont les archétypes qui sont mobilisés ou qui ont été mobilisés par la pandémie ici au Québec. Et là, les sources que j'ai utilisées, ce ne sont pas des sources très compliquées. C'est ce que j'ai pu lire depuis un an dans les médias, dans les entrevues à la radio ou à la télé, par des experts ou par d'autres intervenants, par la lecture d'essais, la lecture d'articles scientifiques dans différentes revues, etc. Ça fait beaucoup de choses, mais ça permet quand même d'observer un certain nombre de récurrences, et en particulier
de voir des expressions, des archétypes que nous avons passés en revue tout à l'heure. Alors, la Renaissance, vous l'avez entendu comme moi, il y aura un avant et un après. La société, le Québec, après la pandémie, sera certainement très différente de ce qu'il était avant. Et ça peut prendre l'objet d'une affirmation positive sur le ton scientifique. Les changements seront tellement importants que forcément notre société va changer. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que notre société va changer considérablement, fondamentalement, qu'on ne la reconnaîtra plus à cause des leçons qu'on va tirer des souffrances que nous endurons présentement. Et finalement, ça peut intervenir, cet archétype, sur un mode extrêmement positif. Ça amène à voir la pandémie comme une grande occasion à saisir pour améliorer notre société, pour la construire, pour en faire un ordre social bien supérieur à celui dans lequel nous avions vécu auparavant. Et donc, c'est un nouveau départ. C'est la Renaissance telle que je l'avais décrite tout à l'heure. Nouveau départ, c'est une expression que j'ai relevée à plusieurs reprises. S'il vous plaît. Oui. Anna a l'habitude d'être plus vite que ça. Non, mais vous l'avez, le bouc émissaire. Oui, on voit qu'on est en fin de parcours. Le bouc émissaire. Alors, au Québec, par exemple, vous vous rappelez des snowbirds. Pendant quelques semaines, ils ont tous été pointés du doigt, puis un peu méchamment, parce que c'est eux qui réintroduisaient le virus. C'était durant la première vague. On commençait à avoir le sentiment qu'on la dominait. Et puis voilà que ces snowbirds nous sont arrivés dessus et qu'ils allaient compromettre tous les efforts que nous avions faits. Et les Hassidim sont venus très près d'être un bouc émissaire durable, mais finalement, ça n'a pas été très long. Dans les régions du Québec, ça va intéresser les Montréalais, mais dans les régions du Québec, on tient les Montréalais comme les boucs émissaires. C'est toujours de là que viennent les virus que nous avons eu à subir dans nos régions. Alors, on était content quand on a fermé nos routes, parce que là, on ne pouvait plus avoir de Montréalais. Et puis, quand le gouvernement décide de les rouvrir, les gens dans les régions n'étaient pas contents du tout. Et encore aujourd'hui, les Montréalais sont pointés du doigt, sont perçus comme étant le centre de l'épidémie. Aux États-Unis, évidemment, c'est les Chinois, ce sont les Asiatiques, les Juifs, les immigrants mexicains. En France, pendant un moment, c'était les footballeurs italiens qui étaient venus à un match à Lyon et qui, effectivement, avaient contaminé pas mal de monde. Et puis en Europe, évidemment, un peu partout en Europe, ce sont les Britanniques d'où vient le premier variant. Et puis il y en aura d'autres. Il y a des boucs émissaires qui passent rapidement, qui viennent et qui s'en vont, mais il y en a d'autres qui demeurent. Mais en tout cas, cet archétype, on en a vu plusieurs expressions. Le troisième, c'est l'apocalypse. Alors, la peur d'une expansion spectaculaire de la pandémie, la perte de contrôle planétaire, l'anarchie qui peut s'installer, peut-être même la disparition de l'espèce humaine avec l'invasion de centaines de milliers de variants qui vont venir de l'Afrique, de l'Asie. Quelqu'un est venu nous dire dans un de nos séminaires que les animaux étaient encore porteurs de 450 000 ou 480 000 virus. Ça nous a un peu enlevé le sommeil pendant un bout de temps, en espérant qu'ils ne viendront pas tous en même temps. Des pathologies sociales, culturelles ou politiques. Serge Bouchard, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est un intellectuel qui est extrêmement médiatisé, qui a son émission à Radio-Canada, qui est publiée régulièrement, qui est très, très souvent dans les journaux, dont on recueille les entrevues, les propos. Alors, il a déclaré dans une entrevue à la presse que l'humanité était un échec. C'est quand même beaucoup, hein? L'humanité était un échec. Et en plus, nous entrons dans la troisième vague, qui sera pire que les deux premières. Alors, soyez en éveil. Vous allez voir, à mon avis, de plus en plus des expressions de ce genre-là. Quatrième archétype, le complotisme, les forces cachées. Alors ça, nous l'avons vu au Québec. Maintenant, nous savons qu'il y a un mouvement anti-science, anti-masque, anti-vaccin, anti-faits, hein, les fameux faits alternatifs dont parlait Kellyanne Conway auprès de Trump.
la vraie réalité se trouve au-delà de la réalité conventionnelle. Ça donne lieu à du populisme, à une polarisation, une intolérance, un rejet du changement et un rejet de la réalité. Et puis, ça alimente une propension à la radicalisation, une méfiance à l'endroit des élites, à l'endroit des médias, à l'endroit de la science, des institutions, etc. Et maintenant, les psychologues ont commencé à étudier ce phénomène-là. Et ce qu'ils observent partout, c'est que, au fond de tout cela, il y a un très vif sentiment d'insécurité, de détresse et un sentiment d'impuissance aussi. Alors, toujours au sujet du complotisme et des forces cachées, c'est quand même étonnant de voir qu'au Québec, l'idée que, par exemple, une clique élitiste contrôle le gouvernement, eh bien, ça rejoint la perception de 26% des Québécois, c'est quand même beaucoup, 26%. Que la pandémie a été inventée pour contrôler la population, 21%. Que le virus a été inventé, programmé en laboratoire, donc exprès pour frapper les populations, 23%. Ces pourcentages-là sont plus élevés à l'échelle canadienne. Ils sont encore plus élevés aux États-Unis. Et vous avez vu comme moi les importantes manifestations anti-confinement à Montréal et qui se répètent. C'est quand même quelque chose, moi en tout cas, qui m'a beaucoup frappé et m'a un peu renversé en fait. Alors, le passéisme à l'âge d'or, ça évidemment, la nostalgie de ce que nous étions, c'était beaucoup mieux avant. Ça, c'est une idée qui revient très souvent sous diverses formes. On connaît les coupables, c'est la modernité effrénée dans laquelle nous nous sommes baignés, la petite puissance de nos sociétés, les excès du capitalisme, la pression excessive sur l'environnement, etc. Donc la nature se rebelle et voilà ce que ça donne. Le repli, alors ça a été très très net dès le début de la pandémie. Lorsque l'insécurité a frappé les populations, elles ne se sont pas tournées vers la sphère mondiale ou les grands organismes internationaux pour avoir un appui, du secours. Elles se sont toutes retournées spontanément vers leur nation. Et le sentiment d'attachement à la nation n'a jamais été aussi fort qu'au début de la première vague de la pandémie. Les choses sont peut-être en train de changer un peu maintenant, mais pas beaucoup, parce que on ne voit pas plus favorablement la sphère mondiale qu'on ne le voyait au début. Mais donc, c'est le repli sur la nation, sur la région, surtout les régions périphériques qui sont éloignées, sur la communauté, sur la famille, etc. Alors, encore une fois, de très nombreux témoignages de cet archétype-là. Et puis, des utopies. Alors là, à floraison. Vraiment, ça, c'est assez étonnant. Nous allons assister à une reconstruction du bien, de ce qu'est le bien. Nous allons asseoir l'ordre mondial sur la coopération plutôt que sur la compétition, comme le veut le néolibéralisme. Nous allons établir un nouveau rapport avec le monde naturel. Nous allons fonder un monde nouveau sur les valeurs féministes. Nous allons recréer nos sociétés en les fondant sur les valeurs féministes. Nous allons la reconstruire sur la base de la famille, de la solidarité familiale, qui est, quoi qu'on dise, est l'assise la plus solide de toutes les sociétés à toutes les époques. Nous allons restructurer toute l'économie sur la base de la production et l'achat local. On a vu quelqu'un qui nous a parlé du projet d'une monnaie locale. Ça va quand même assez loin, hein, cette idée-là. Et puis à l'international, ce que quelques-uns ont appelé une synergie d'efforts, c'est-à-dire donc l'harmonie entre les différents pays, les différents continents. D'autres utopies mettent les intérêts particuliers au service de la nation. Comme dans toutes les grandes crises, la pandémie va entraîner une véritable révolution morale. Et encore une fois, voilà deux déclarations du même Serge Bouchard, pas de lien de parenté. Selon lui, nous allons observer un changement dans le système général de la vie sur Terre. C'est beaucoup, hein? Nous allons améliorer l'humanité et
d'après toujours Serge Bouchard, le Québec, de toutes les sociétés au monde, c'est la société la plus proche et la plus apte à créer une humanité que n'importe quel autre pays. Donc, le Québec va être la société qui va créer une nouvelle humanité. On est plein dans les utopies, hein? On est même rendu très très loin dans les utopies. Alors, d'autres utopies, appréhender le vrai sens de la vie grâce à la contemplation, redéfinir la vieillesse comme un surplus d'être, ça, ce ne sont pas des vieux qui ont formulé ça, sûrement pas. Reprogrammer le genre humain. Et je lisais dans la presse la semaine dernière, quelqu'un, un chroniqueur, qui avait intitulé son texte « Est-ce que nous serons un jour immortels ?» hein, comme si ça faisait partie des horizons, peut-être pas immédiats, mais en tout cas à moyen ou à long terme. Alors, ce qu'on finit par se demander, c'est que est-ce que le rêve utopique, ce ne serait pas fondamentalement une stratégie inconsciente qui nous réconforte, qui nous permet de mieux surmonter l'épreuve dans laquelle nous vivons, en nous donnant l'assurance que ça va donner suite à des choses merveilleuses, le bonheur total qui nous attend. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les archétypes qu'on ne voit pas. Et là, le plus étonnant au Québec, c'est qu'on ne voit pas le sentiment d'une faute, d'une punition de Dieu, qui est en général l'archétype le plus fréquent quand il arrive un malheur dans une société. C'est toujours un Dieu qui s'est fâché et qui a décidé de punir ses fidèles ou la société. Alors, c'était très fréquent avant les années 1960 dans la société québécoise, mais dans toutes les sociétés. Mais en particulier au Québec, c'était extrêmement fréquent. L'exemple qui vient surtout à l'esprit, c'est la grippe espagnole de 1918. Vous pouvez changer de diapo, Anne, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, c'est la grippe espagnole de 1918 qui a été interprétée partout, par les prêtres en particulier, comme étant une punition que Dieu envoyait aux populations parce qu'elles avaient quitté les campagnes pour habiter les villes, parce qu'elles avaient donné dans l'industrialisation, dans la moralité, qu'elles avaient commencé à pratiquer le divorce, la contraception, etc. Donc, Dieu envoyait une punition à ces pécheurs-là. Et évidemment, la réaction, c'était de rentrer dans les bonnes grâces de Dieu, etc. Bon, mais on n'a rien vu de tout ça. Et même plus loin, on n'a pas vu de manifestation du religieux. L'autre diapo, s'il vous plaît. Oui. Bon, OK, il faut reculer. Je pense qu'on a sauté une diapo là. C'est tout ce que j'ai. Bon, ça fait rien. Ah. Là, je ne vais pas vous demander d'en produire quand ils ne sont pas là. Oui, ce qu'il y a de remarquable au Québec, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est que le religieux a été absent, du moins dans la chrétienté. Peut-être qu'il est apparu dans certaines minorités, certainement parmi les juifs orthodoxes, mais parmi les catholiques et les protestants, par exemple, et surtout parmi les catholiques, où il y avait une telle propension à cela, on n'a pas vu la manifestation du religieux. On n'a pas vu un cardinal intervenir à la télévision pour faire des rappels, pour consoler les gens, pour leur dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. On n'en a pas vu qui sont apparus avec le Premier ministre Legault pour s'épauler l'un l'autre. On n'a rien vu de tout cela. Même dans les journaux, on n'a pas vu de communiqué de presse, on n'a pas vu de texte. Ça, c'est quand même extrêmement significatif et ça veut vraiment dire qu'au Québec, la religion catholique a connu un déclin absolument spectaculaire et ça va contre une thèse qui est fréquemment mise de l'avant au Québec, à savoir que les Canadiens français, les Québécois francophones, ont cessé de pratiquer la religion, mais qu'au fond, ils sont demeurés catholiques. Ils ont gardé une culture catholique. Eh bien là, on peut dire qu'en tout cas, si elle existe, cette culture, elle ne s'est pas manifestée du tout. Au suivant. Oui. Alors, les mythes nationaux, je l'ai indiqué, ce sont des mythes qui se déploient à l'échelle des nations. Et nous allons les mettre au test ici pour voir
si vraiment les sociétés se sont comportées à l'image des mythes qu'ils professent. Alors là, ce que je donne là, évidemment, c'est des données qui sont fondées sur des nombres de cas ou des nombres de décès rapportés à la population totale, qui restent un peu approximatives parce que les comparaisons là sont toujours boiteuses. Par exemple, on n'est pas certain que le diagnostic de la COVID est toujours le même d'une société à une autre, etc. Mais enfin, dans l'ensemble, je crois que ça donne quand même une bonne idée. Les sociétés qui se sont le mieux comportées dans leur lutte contre la COVID, ce sont les sociétés qui sont énumérées là. L'Islande, la Norvège, les sociétés asiatiques et l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. On peut donner des bonnes notes à la Grande-Bretagne, qui avait connu un très mauvais départ, la Suisse, qui est sage, comme toujours, le Portugal, l'Allemagne, où ça commence à se détériorer, le Canada anglais. J'ai appelé passable et en difficulté la France, certainement, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, la Pologne et quelques autres. On peut parler d'échecs à propos des États-Unis, du Brésil, de l'Italie, de la Suède, j'y reviendrai tout à l'heure. Et avec une réserve, c'est que la troisième vague va peut-être changer complètement le tableau là, que je viens de produire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les petites nations, en gros, ce sont les mieux comportées, qui ont été les plus fidèles à leur mythe de solidarité, de respect de l'État, de l'ordre social, de la solidarité, etc. Les pays scandinaves, comme toujours, et surtout les pays asiatiques, qui s'en sont le mieux tirés. C'est remarquable, les pays asiatiques. Et là, on voit donc une tradition de discipline, de solidarité, de civisme, et qui, encore une fois, sont conformes aux mythes nationaux. Je n'ai pas le temps de reprendre chacun des cas pour l'examiner en détail, mais je peux m'arrêter sur le Vietnam, par exemple. C'est intéressant parce que un des mythes très puissants au Vietnam, il est né à l'occasion de la guerre contre la France et de la guerre contre les États-Unis. C'est le mythe selon lequel la patrie est en danger, qu'il faut la défendre, que chacun des citoyens doit se comporter comme un soldat. Chaque citoyen vietnamien est un soldat. Ça, c'est le grand mythe qui est né durant les deux guerres que je viens d'évoquer et qu'on a remis en service à l'occasion de la pandémie. La pandémie a été définie comme une guerre et chaque citoyen devait se comporter comme un soldat dans le combat contre cet ennemi. Et donc, c'est une version circonstanciée, contextualisée d'un mythe qui était déjà là. Et c'est un petit peu la façon dont ça se passe dans les sociétés que je viens de donner en exemple. Les mythes nationaux sont des schémas qui vont prendre des applications et des formes particulières selon le contexte, mais qu'on pourra donc mobiliser, qu'on pourra mettre en service dans différentes situations selon la même logique fondamentale. Alors, surprise quand même, la Grande-Bretagne, c'est un pays dont les mythes nationaux sont en miettes. La Grande-Bretagne a perdu ses colonies, elle a dû sacrifier l'idée qu'elle était la race supérieure sur la planète, elle a dû entrer à genoux dans l'Union européenne et maintenant elle en est sortie. Elle a pratiqué la dévolution en faveur du pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande. Elle a ouvert largement les portes du pays aux immigrants en provenance de ses anciennes colonies en étant extrêmement permissive à l'endroit des différences ethniques, si bien que plusieurs de ces immigrants en ont profité pour reconstruire sur le territoire anglais des micro-sociétés qui reproduisaient celles qu'ils avaient quittées. Et puis quand même, vous voyez, ce qu'on observe actuellement, c'est quand même un ralliement spectaculaire en Grande-Bretagne qui finit maintenant par afficher une performance remarquable. Alors ça, c'est une surprise et ça pose des questions. Deuxième surprise, la France. Tout le monde connaît les grands mythes républicains français. Il suffit de regarder TV5, de lire des revues, des périodiques français, de constants rappels des grands mythes républicains français, dont l'un est justement la fraternité, la solidarité
eh bien, on ne peut pas dire qu'on la voit s'exprimer de façon spectaculaire dans les comportements de la France et sa performance en matière de lutte contre la pandémie. Ça, c'est donc une autre surprise, je crois. Et puis une autre surprise, la Suède, bien sûr, la Suède qui tranche sur les autres pays scandinaves pour des raisons techniques que l'on connaît, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond en dessous de tout cela et ça fera sûrement l'objet d'études dans les années qui viennent. Quatrième surprise, c'est l'Australie, qui, je comprends, se trouve en territoire non occidental, mais qui se comporte quand même comme les sociétés asiatiques, alors que ses origines, sa culture, ses mythes nationaux sont très différents. C'est un pays qui ressemble au Canada anglais ou beaucoup à l'Angleterre, la puissance en moins. Alors, voilà une surprise. Et puis les pays sans surprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, le Brésil, l'Italie, Haïti, etc. Question quand même qu'on peut se poser après avoir vu ça. Les Occidentaux se piquent d'être l'incarnation de la raison, de la rationalité, mais est-ce que la rationalité n'aurait pas immigré en Asie? Voilà une question qu'il faudra se poser. Alors, le Québec, qu'est-ce qu'on peut dire du Québec? Moi, je dirais, et c'est risqué d'en parler maintenant, hein, parce qu'on est encore dans la pandémie, mais enfin, il faut que je dise quelque chose. On pourrait dire que les expressions de solidarité et de civisme, de discipline ont été manifestes durant la première vague, qu'on a vu des manifestations de discipline durant la deuxième, mais aussi des signes de relâchement. Donc, le modèle qu'on avait observé durant la première vague a commencé à se défaire un peu. On a vu apparaître des critiques contre le gouvernement, même contre M. Legault. On a vu apparaître des manquements aux règles de confinement, etc. Et puis là, on est dans la troisième vague. Et moi, je pense que si on résume le peu qu'on en sait déjà, c'est que ça continue à se défaire. Il y a moins de discipline, il y a plus de transgression, de désobéissance. Alors, est-ce que ça va se replacer? Est-ce que ça va empirer? On ne sait pas, mais restons à l'affût. Ça va être très intéressant de voir comment le film va se dérouler. Alors, en particulier, je pointe le doigt sur le respect des aînés, qui était supposé être un de nos mythes, le culte des aînés. Et là, il faudrait revoir nos devoirs, là, parce que les CHSLD, quel désastre, ça ne va pas avec la vision qu'on avait construite de nous-mêmes et de notre rapport aux aînés. Il y a beaucoup plus de personnes proportionnellement, de personnes âgées au Québec qui sont en foyer privé qu'au Canada anglais et que dans la moyenne des pays européens. Comment expliquer ça? Si nous adorons nos vieux, pourquoi est-ce qu'on s'en défait? Hein, c'est une question qu'il faut bien se poser. Mais ça aussi, c'est à suivre. Il y aura évidemment des travaux qui seront faits là-dessus. Alors, il y a une chose qu'il faut distinguer quand même. Il faut distinguer le comportement des populations dans le contexte de la pandémie et dans quelle mesure ils obéissent aux mesures de prévision, de restriction de cette pandémie. Et d'autre part, les stratégies qui sont prises par les gouvernants. Ce sont deux choses complètement différentes. Et il se peut qu'une population se comporte très bien, mais que ses dirigeants donnent des mauvais conseils et adoptent des mauvaises politiques. Alors là, on va parler du Québec dans des termes qui sont un peu fâcheux. Il y a une étude qui a été faite par un groupe d'épidémiologues dont les résultats sont parus dans la presse au mois de mars. Et cette étude comparait le Québec à, je crois qu'il y a 9 pays, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, il y a 9 pays. Comparait le Québec à 9 pays, certains des pays de sa taille, d'autres plus gros, plus peuplés, comme le Vietnam, l'Australie, par exemple. Mais des pays occidentaux, des pays asiatiques quand même. Et ce que l'on montrait, c'est que
ensemble, ces pays-là réunissaient une population qui était 33 fois plus nombreuse que celle du Québec. Et néanmoins, le Québec avait 2,5 fois plus de décès que l'ensemble de ces 9 pays-là. Là, vraiment, c'est frappant. Hein? Là, c'est très frappant. Et quand même, qu'on voudrait nous dire que des comparaisons comportent une marge d'imprécision, ceci ou cela, là, c'est un coup de canon, ça. Là. 33 fois plus petit et 2,5 fois plus de morts. Alors, on pourrait partir de là pour réfléchir. Mais ça va venir. C'est évident que ça va venir. Moi, je crains les résultats des commissions d'enquête et des autres enquêtes qui seront faites inévitablement après la pandémie. J'ai peur qu'on en retire une image pas très flatteuse de notre société. Et j'espère me tromper. La suite, s'il vous plaît. Alors, j'ai parlé donc de la crise comme étant toujours un facteur révélateur qui permet d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Et là, essayons de voir ce que nous avons appris grâce à cette crise et qu'on n'avait pas vu. D'abord, la vaccination à l'échelle mondiale, hein, on l'a dit, c'est un chaos, c'est une foire d'empoigne. Moi, j'ai même été témoin de récits d'épisodes où il y avait de la violence, des vols, etc. Donc, la sphère mondiale en a pris pour son rhume là, dans cette pandémie. La dynamique intercontinentale de la vaccination qui est en train de prendre la forme d'un véritable scandale. Il y a 10% des pays, les populations des pays riches représentent 10% de la population et consomment 90% des vaccins. C'est une inégalité qui est scandaleuse, qui est absolument redoutable. L'Afrique, qui représente le 6e de la population mondiale, reçoit 2% des vaccins. L'absence de coordination entre les États qui sont engagés dans des compétitions féroces, l'impuissance des grands organismes internationaux, l'ONU, le Fonds monétaire international qui avait voulu monter une opération, mais qui est mortonnée. La même chose avec l'Organisation mondiale du commerce. L'Union européenne, c'est un échec tragique, l'Union européenne. Pas toujours de sa faute, d'ailleurs, parce qu'elle avait pris des mesures avec des fournisseurs qui n'ont pas respecté leur contrat. La fragilité de l'économie mondiale, je pense que ça, maintenant, ça va faire partie de l'imaginaire. Tout le monde a vu l'image de ce immense cargo qui était de travers dans le canal de Suez. Et s'il était resté là encore quelques semaines, ça aurait donné lieu à des désordres considérables sur l'ensemble de la planète. Donc, c'est vrai qu'on est extrêmement fragile. C'est un bateau qui se met de travers. Hein? C'est pas grand-chose. Mais c'est là qu'on voit que finalement, on prend conscience de cette fragilité à laquelle on ne croyait pas auparavant. Et puis, l'idée qui est maintenant assez répandue, qu'on a un peu assimilée, qu'il y aura d'autres pandémies, et peut-être pires que celles que nous avons. Et c'est ce que nous disent les experts. Alors, le paysage a beaucoup changé. Et en ce sens-là, c'est vrai qu'après la pandémie, nous aurons changé. Peut-être pas dans le sens qu'on nous promettait, mais en tout cas, notre vision du monde et notre vision de nous-mêmes ne sont plus la même, je crois, et pendant un bon bout de temps. Alors, nous avons vu aussi donc une vision inversée du rapport nation-mondialisation. Le retour à la nation comme source de sécurité, instance de proximité, le libre-échange mondial comme interdépendance économique du néolibéralisme qui est devenu une source d'inquiétude, de désenchantement, même aux États-Unis. Le vide de leadership mondial, voilà une autre affaire que nous avons découvert. Si la pandémie était survenue il y a 60 ans, ce sont des Gandhi qui se seraient levés debout et qui se seraient adressés à l'ensemble de la planète. Ce serait le pape qui l'aurait fait. Et tout le monde aurait écouté, même si des gens ne sont pas de cette religion. Mais ça n'existe plus, le leadership mondial. Obama aurait pu être un candidat, mais ce n'est pas ça.
Peut-être Mandela s'il avait survécu, mais encore, ça reste à voir. Donc, et puis il y en a qui disent ben, c'est Greta Thunberg, mais là, il faut attendre un peu quand même. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose dont on a pris conscience et qui n'inspire pas de sécurité. Au fond, ça faisait du bien d'entendre de temps à autre une personne qui faisait entendre une voix qui était un phare pour l'ensemble de la planète et qui étendait une autorité morale, qui était une source de réconfort, qui inspirait le courage. Ça n'existe plus. Une nouvelle vision de la mort, ça vraiment, euh, pensez à ce que font les hôpitaux maintenant, et les médecins le disent ouvertement, ils le disent à la télé, ils sont obligés de faire des choix. Ils décident qui va mourir et qui ne mourra pas. En France, ils parlent de triage. Alors ça, vraiment, c'est sûr que la mort assistée nous a préparé un peu à ça, mais quand même, on est rendu loin là. Donc, il va rester des traces de ça, c'est certain. Euh, bon, je continue. Évidemment, la fragilité aussi de nos sociétés. On pensait tous que nos sociétés informatisées étaient super programmées. Apparemment, ça reste assez fragile. Au Québec, le caractère très dysfonctionnel de notre système de santé, qui est une source d'inquiétude considérable. On a découvert l'ampleur des ressources du virtuel, mais aussi ses limites. On en a entendu parler cet avant-midi. Nous découvrons le caractère parfois mensonger de nos mythes nationaux et nous apercevons au Québec quand même l'émergence d'un leader politique qu'on n'avait pas vu avant, François Legault. S'il n'y avait pas eu de crise, on ne se serait pas douté de la stature qu'il pouvait endosser dans un contexte de crise. Et franchement, c'est vrai que comme porte-parole de notre société, je ne dis pas comme expert en matière de stratégie de prévention de la maladie, mais comme porte-parole et représentant de l'État qui parle au nom de notre société, on peut dire qu'il a fait un excellent travail. Et d'ailleurs, les sondages le montrent aussi. Il jouit encore de cote d'appui, de popularité exceptionnelle. Notre besoin irrépressible de sociabilité. Nous étions une société qu'on disait caractérisée par l'individualisme, pour toutes sortes de raisons. Plusieurs anthropologues ont toujours dit qu'au fond, les Québécois étaient des individualistes. Plusieurs ont dit récemment aussi que c'était dû à l'expansion du néolibéralisme, que tout cela avait tué l'esprit communautaire. Mais là, nous découvrons que nous sommes restés des êtres sociables et très sociables. L'individualisme est une plaie qui est difficile à supporter dans un contexte d'isolement. Nous avons vu évidemment l'accentuation des inégalités sociales, nous avons vu l'apparition d'autres inégalités avec lesquelles il faudra se débrouiller après la pandémie. Nous avons vu l'accentuation du clivage Montréal-Région qui existait auparavant, mais qui est maintenant beaucoup plus évident. Nous avons découvert notre part de marginaux, de radicaux, d'hurluberlus. Ça non plus, on ne l'aurait pas vu en l'absence d'une crise. Et puis, une nouvelle vision de notre planète, alors je dirais en deux étapes. Durant la première vague, il y a eu ce repli vers la nation, comme je l'ai dit, et à partir de ce moment-là, tout ce qui relevait de la lutte contre la pandémie, c'était l'affaire de la nation. Chaque nation allait se débrouiller pour éradiquer la pandémie en son sein. Maintenant, on est passé dans une deuxième étape où on a pris conscience que ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. C'est que même si une nation élimine complètement la pandémie dans sa population, elle reste sujette aux variants qui vont arriver de pays qui ont été négligés par la vaccination et par le dépistage, etc., et dont les variants vont déferler sur nos sociétés. Même si on a déjà tous vacciné, qu'on a réalisé l'immunité communautaire, ce sera des variants pour lesquels probablement il faudra faire d'autres vaccins qui vont arriver beaucoup plus vite que les autres, qui seront plus violents. Alors là, on va voir la planète d'une autre manière. Hein. Alors, c'est quand même assez intéressant de voir ces mouvements tectoniques, je dirais. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sujet des archétypes, les archétypes, ça ne nous empêche pas de penser librement, mais ça fournit les axes de la pensée.
et ça en circonscrit les airs, on dirait. Et c'est bien que nous en venons à conclure que nous pensons à deux niveaux, consciemment par la raison et inconsciemment par les archétypes ou par l'inconscient. Nous ne choisissons pas les grands contextes paradigmatiques à partir desquels nous analysons nos situations, nous les interprétons et nous nous définissons nous-mêmes. Hein, c'est quand même quelque chose de remarquable. C'est un phénomène que je trouve absolument étonnant. Je trouve ça aussi étonnant que la puissance des mythes nationaux, une fois qu'une valeur s'est vraiment sacralisée, que des gens soient prêts à mourir pour ça, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être signalé. Voilà. Ensuite, alors, nous sommes rendus à la dernière partie de mon exposé, qui est un exercice pratique auquel je vous invite. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais vous pourrez y réfléchir plus tard. C'est d'essayer de prévoir le dénouement, l'héritage culturel de la pandémie. Qu'est-ce qui va rester? À quoi la pandémie va donner naissance? Quel sera son héritage? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles valeurs? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux mythes qui vont émerger? Si oui, lesquels? Est-ce que ce sera éphémère? Ce sera durable? Est-ce que nous allons adopter une nouvelle philosophie de la vie? Ou tout simplement, nous allons peu à peu retourner à l'ordre antérieur. Alors, je fournis un exemple que j'ai déjà un peu évoqué, c'est celui de... moi, j'y arriverai tout à l'heure. On peut inverser, mais ce n'est pas grave. On peut prendre, on peut prendre cette diapo. C'est que là, ce que je suis en train de vous demander, c'est est-ce que la pandémie va donner naissance à de nouveaux mythes? Est-ce qu'elle va sacraliser certaines valeurs? Alors, avant de commencer à réfléchir à ça, il faut se donner un autre instrument qui est la réponse à la question comment se forme un nouveau mythe social. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure le processus de mythification que j'ai essayé, moi, de mettre en forme dans mes travaux. Et je suis arrivé à observer que dans toutes les nations que j'ai pu étudier, les mythes qui existent aujourd'hui ont tous été formés suivant le même processus et en suivant chacune des étapes que je vais énumérer. C'est quand même assez remarquable. Première étape, c'est ce que j'appelle un ancrage. C'est-à-dire que dans l'histoire d'une société, il est arrivé un événement déterminant, un événement ou une expérience déterminante qui reste dans la mémoire parce que ça a pris des dimensions considérables. Ça a exercé un impact considérable dans la conscience des individus et c'est donc perpétué par la mémoire. Deuxièmement, cet événement ou cette expérience ont donné naissance à une empreinte. Ont ancré, ils ont enraciné une empreinte, c'est-à-dire une impression. Alors, cette impression-là, ça peut être de la souffrance, ça peut être le regret, ça peut être l'humiliation, ça peut être la fierté. Si l'ancrage était une grande victoire militaire ou une série de grandes victoires militaires, ou une période de grande création artistique phénoménale, comme on a vu en Italie au XVe et au XVIe siècle. Alors là, vous voyez, c'est des ancrages qui seront positifs et qui vont laisser des empreintes positives également, comme la fierté, et parfois aussi des sentiments de supériorité par rapport aux autres nations. À partir de l'ancrage et de l'empreinte vont dériver justement des valeurs. Si la valeur était une humiliation, si l'empreinte était une humiliation, on peut penser que l'une des valeurs qui vont en dériver, c'est une volonté de redresser, de punir cette humiliation et de retrouver la fierté et le sens de l'honneur. Donc, l'idée d'une reconquête, en quelque sorte, ce qui est extrêmement fréquent dans l'histoire des sociétés. La Serbie, par exemple, qui a essayé de reconquérir la Bosnie et une partie de la Yougoslavie, était mue entièrement par un idéal de reconquête à la suite d'une défaite militaire que le pays a subie en 1389. C'est pour dire à quel point ça peut avoir des marquages durables. On voulait rétablir le déshonneur qu'on avait subi aux mains des Ottomans qui étaient venus voler une grande partie de leur territoire. On voulait récupérer ce territoire-là. Une société qui a vécu l'expérience de la colonisation, d'un régime despotique, va évidemment valoriser la liberté, la justice sociale, l'égalité. Une société comme l'Afrique du Sud qui a vécu sous l'esclavage et l'apartheid va jurer que par l'égalité raciale.
et comme les Noirs aux États-Unis, etc. Et ensuite, ce qui va galvaniser tout ça, ce qui va mettre en forme et perpétuer l'héritage de l'ancrage et de l'empreinte et les valeurs qui vont se sacraliser, c'est l'histoire, c'est le récit qu'on va en faire, le récit que les historiens vont en faire continuellement, et les activités de commémoration perpétuelle qui vont toujours réactiver l'ancrage, l'empreinte et les valeurs. Et entre parenthèses, au sujet de la commémoration, je vais vous dire quelque chose à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, mais je scandalise beaucoup de gens en disant ça. La commémoration, officiellement, c'est fait pour guérir une blessure. Et moi, je crois que ça produit l'effet contraire. Ça réactive la blessure et ça relance le mythe. Et moi, j'ai vu ça de façon tellement nette quand j'enseignais à Harvard. C'était l'anniversaire quelconque de l'esclavage aux États-Unis. Il y avait beaucoup de documentaires, beaucoup d'expositions dans les musées. Et moi, je me suis exposé beaucoup à ça. Je suis allé souvent dans les musées. Et je voyais les gens qui ressortaient de là en pleurant. Et pas seulement des Noirs, des Blancs, qui étaient allés là par curiosité, mais qui avaient été tellement imprégnés par ce qu'ils voyaient qu'ils sortaient en pleurant et qui étaient évidemment très dressés contre l'esclavage. Alors, vous voyez, ça produisait l'effet contraire. Les acteurs sociaux, ce sont évidemment les classes sociales, les élites, qui trouvent leur intérêt dans les valeurs qui sont sacralisées et qui vont essayer de les utiliser pour se rapprocher du pouvoir ou pour conquérir le pouvoir, etc. Bon, alors là, vous avez l'outil pour commencer à travailler, mais vous allez travailler seulement sur les trois premiers éléments parce que vous n'avez pas les instruments pour travailler sur les autres. Et tout à l'heure, je pense que... non, je vais vous présenter 7 scénarios, 7 possibilités, parmi lesquelles vous serez appelé à choisir. Premier scénario. Oui. Ah non, ça c'était l'exemple de la grippe espagnole, on peut sauter ça. OK. Sautons là. OK, premier scénario. On va l'appeler le retour à la sagesse. Alors l'ancrage est toujours le même, hein? C'est la pandémie là, dans laquelle nous nous trouvons. Et il faut essayer de prédire quelle sera l'empreinte et quelles seront les valeurs qui pourront en dériver. Alors, si dans ce scénario, le retour à la sagesse, l'empreinte, évidemment, c'est la honte de l'existence, de notre existence de surconsommateur, l'abus des biens matériels, le genre de vie superficielle auquel nous nous étions adonnés, l'excès du capitalisme, l'égoïsme collectif. Et finalement, nous sommes tous responsables de cette pandémie et nous allons en apprendre quelque chose d'important, des valeurs d'authenticité, de simplicité, de modération, d'humilité. On n'essaiera pas de conquérir le bonheur et de transformer toute la planète pour nos appétits. Une société plus égalitaire, plus en harmonie avec la nature, etc., en quête de discipline, d'équilibre. Donc, retour à la sagesse. Premier scénario. Deuxième scénario, le repli, le refuge. Alors là, l'empreinte, c'est la peur qu'on a éprouvée, le sentiment de fragilité dont nous sommes maintenant pénétrés, le sentiment d'être isolé, sans défense, donc l'insécurité qui en est issue, de sorte que les valeurs qui pourraient être associées à ces sentiments-là, c'est évidemment le besoin de solidarité, de communautarisme, de fraternité, le besoin d'altruisme, la valorisation des institutions protectrices, dont l'État, évidemment, est la principale. Le conservatisme aussi. Gardons-nous des grandes aventures collectives, là, on voit où ça mène. Donc, l'ordre social, la cohésion, la discipline citoyenne, la méfiance envers les dépendances externes, les forces qu'on ne contrôle pas, qui viennent perturber notre vie, l'antimondialisation, l'achat, la production locale, comptons sur soi-même, etc. Bon, le repli, le refuge. Troisième scénario, la défense des libertés individuelles. Gabriel nous en a donné un exemple. Il faut situer Gabriel ici. Alors, l'empreinte, c'est l'oppression qu'on a subie, la privation de la liberté, la volonté de contrôle de l'État, on retourne à l'État léviathan. Et les valeurs qu'on va en tirer, ben, c'est évidemment la recherche, retrouver l'autonomie, retrouver notre liberté, revenir à la protection de notre individu, l'anti-étatisme, c'est surtout de l'État qu'il faut se méfier,
Je ne vois pas Gabriel, là, mais je vais lui demander si je suis correct, là. Hein, il me le dira tout à l'heure. Le quatrième scénario, alors là, c'est le scepticisme et même le cynisme. L'empreinte, c'est la colère, le sentiment d'avoir été trompé, d'être une victime, d'avoir été humilié, d'être victime d'une conspiration, des États qui affichaient une compétence qu'ils n'avaient pas, de scientifiques aussi, qui montraient une assurance qui n'avait pas de fondement. Donc, le sentiment, c'est d'être fâché, se révolter, de se méfier, de douter maintenant de ce qu'on va nous dire et de ce qu'on va nous proposer. Il faut essayer d'être lucide, il faut être vigilant, il faut pratiquer l'esprit critique, il faut se méfier des élites, il faut se méfier de la science. Voilà, quatrième scénario. Le cinquième, la désillusion. C'est l'empreinte, le sentiment de désenchantement, le pessimisme, le sentiment d'impuissance et la résignation, le retranchement. Il faut essayer de vivre avec. Les valeurs sur lesquelles nous avons vécu sont une illusion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel de littérature de 2017, déclaration du 18 mars dernier. Les valeurs sur lesquelles nous avons vécu sont une illusion. Ça va loin quand même, hein, c'est beaucoup. Sixième scénario, là c'est la renaissance, le rêve du recommencement. L'empreinte, c'est finalement, c'est pas le découragement, le désespoir, mais le contraire. C'est l'exaltation, l'espoir, l'occasion inespérée de changer l'humanité, l'avant et l'après, des lendemains qui chantent, tout ça. Et donc, la valeur, c'est l'énergie pour reconstruire, l'imagination, la créativité, l'audace dont il faut faire preuve, l'innovation, l'apologie des grands défis, ne pas hésiter à revenir sur des vieux équilibres qu'on croyait éternels, changer de la nature humaine, tout est possible, etc. Et puis le dernier scénario, le phlegmatisme, c'est-à-dire que l'empreinte finalement, ouais, une émotion, mais pas si forte et éphémère. Les valeurs, il faut être réaliste, puis un peu fataliste aussi. On ne changera pas la nature humaine, elle existe depuis des millénaires, ce n'est pas nous qui allons la changer, ce sera toujours comme ça. Donc, c'est le statu quo. Et puis là, on peut donner un exemple, la grippe de Hong Kong en 1968, qui avait fait quand même 4000 morts au Canada et dont on ne se souvient même pas. Le H1N1 est devenu une note en bas de page. La crise économique de 2008, on l'a oublié tellement vite qu'on est à la veille d'une autre à peu près semblable. Et comme ils disent souvent aux États-Unis, who cares? Alors voilà les 7 scénarios. À vous de jouer. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon été. Merci, M. Bouchard. Maintenant, Thomas va probablement ouvrir. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main et on va vous donner la parole. Est-ce que tu es là, Étienne? Alors, oui, je suis bien là. Ah, Lazare a levé la main. Oui, Lazare a levé la main. Est-ce qu'il peut prendre la parole? Lazare, es-tu là? Ouais. C'est parti. Allô? Ouais, m'entends? Désolé, j'ai pas de caméra sur cet ordi-là, mais je voulais revenir sur ma question, c'était est-ce que on a parlé des pays et de l'évolution de l'impact Covid, de l'impact de la pandémie dans certains pays, et moi j'ai quelque chose que je voulais aborder, mais je l'ai pas abordé finalement dans ma présentation. C'était est-ce que l'insularité d'un pays permet de réduire l'impact de la pandémie? Est-ce que la Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui est géographiquement isolé, ça a permis de limiter l'impact du Covid? Est-ce que, par exemple, Israël, qui est géopolitiquement isolé, qui est entouré de pays avec qui ils ont fait la guerre, est-ce que ça a permis de limiter l'impact du Covid? Est-ce que, par exemple, Taïwan, qui est isolé géopolitiquement et géographiquement, ça a aidé à isoler l'impact du Covid? Est-ce qu'on pouvait faire des rapprochements comme ça, géographiques et géopolitiques sur l'impact de la pandémie dans la société? Est-ce que, par exemple, je peux extrapoler ça avec le Canada. Est-ce que l'impact à Terre-Neuve et Labrador a été moins fort sur l'île du Prince-Édouard? C'était ça mon questionnement. Est-ce qu'on pouvait faire plus de paradoxes comme ça? OK.
Alors, votre question, vous avez donné les trois premiers exemples qui appellent trois réponses différentes. La Nouvelle-Zélande, c'est pas vraiment parce que c'est une île. On ne peut pas dire qu'un pays insulaire maintenant est isolé parce qu'il est plus éloigné. Les transports se font à l'échelle de la planète avec une grande intensité. C'est parce que c'est une petite nation. Je crois que c'est ça qui est la réponse. Et c'est une petite nation qui est encore animée par un mythe fondateur. Les premiers colons qui sont arrivés là au milieu du 19e siècle ont tous été frappés par la beauté des lieux. Et ils ont tous eu l'impression qu'ils tombaient dans un Éden et que leur mission, c'était de préserver cette perle, de préserver l'Éden que constituait le territoire de la Nouvelle-Zélande avec ses paysages magnifiques, etc. Alors ça a inspiré beaucoup des comportements collectifs des Néo-Zélandais. Par exemple, la haine qu'ils avaient des essais nucléaires dans l'océan, à leur proximité, la protection de l'environnement et la vigilance qu'ils ont mise à se protéger contre la pandémie. Je crois que tout cela est à rattacher dans une même mouvance. L'exemple d'Israël est différent parce que là, on peut parler d'un isolement politique, mais ça n'isole pas beaucoup du mouvement des gènes, du mouvement des virus. Ce qui est arrivé en Israël, c'est que le vice-président de Pfizer, non, le président de Pfizer est un juif, un ami très, très proche de Netanyahou. Et Netanyahou a obtenu de Pfizer qu'il livre des vaccins très, très tôt en Israël, avant même la plupart des pays. Alors ça a été un facteur extrêmement important parce qu'autrement, la pandémie était très répandue en Israël. Et d'ailleurs, même malgré la vaccination, elle l'est encore à cause de la résistance des orthodoxes. Donc, vous avez une mauvaise note sur le premier exemple et une mauvaise note sur le deuxième. Et votre... Ok, c'est bon, c'est noté. Je vais couper mon micro alors. Oui. Le troisième, c'est Terre-Neuve, je crois. Hein? Je citais Taïwan, mais... Taïwan, oui, mais Taïwan, là, Taïwan, c'est quand même une nation très populeuse. Là. On ne peut pas dire que c'est une petite nation. C'est une île, mais ce n'est pas une petite nation. Et là, je crois que c'est vraiment la culture asiatique, là, avec ses mythes de discipline, etc., qui a joué à Taïwan, comme au Japon. Et pour extrapoler, mais à l'inverse, alors, est-ce que l'Angleterre qui est une île et qui a vraiment souffert du vaccin, est-ce qu'on peut dire que finalement l'Angleterre c'est pas une île, c'est encore un empire et le fait d'avoir encore un pouvoir dans le Commonwealth fait qu'ils n'étaient pas du tout, ils pouvaient pas échapper à la pandémie? Ben, ça fait partie du paradoxe de l'Angleterre parce que un de ses mythes fondateurs et qui a duré très longtemps, c'était justement son insularité. Et c'était une manière de dire, nous sommes tellement supérieurs que nous n'avons pas besoin des voisins. Les Anglais ont toujours refusé de se considérer comme vraiment des Européens ou faisant partie du continent européen. La Manche n'est pas très large, mais elle a été tellement amplifiée symboliquement que ça protégeait l'idée de cette insularité glorieuse et triomphante et arrogante même. Alors ça mythe-là est disparu là, depuis que l'Angleterre a connu quand même une descente aux enfers assez considérable. Et finalement, la réponse à votre question, je ne la connais pas. C'est bon. C'est vraiment c'est une surprise totale. À partir de mon approche, en tout cas, on ne pouvait absolument pas prévoir ça. J'ai une question d'un étudiant, puis j'ai deux mains levées. Alors, merci Lazare. Merci de votre avis. Alexandre Fournier-Izoun vous demande, pensez-vous que le concept d'un Dieu à travers les différentes religions monothéistes ainsi que n'importe quelle autre religion ne sont que le reflet archétype d'un besoin humain de sentir que son existence a un but et fait du sens? Oui, c'est une des théories qui explique l'omniprésence des religions dans l'histoire du monde. Il y en a d'autres. Moi, je n'ai pas étudié cette question-là. Et encore une fois, j'avoue mon impuissance. Excusez-moi. Alors, Étienne, est-ce que tu vois qui a levé la main? Moi, je ne les vois pas. Peut-être tu peux donner la parole. Alexis Luzy, allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Eh bien, je voudrais commencer par vous remercier pour votre présentation. Je trouve ça toujours très intéressant. Et c'est toujours intéressant aussi de voir que les mythes sociaux sont nés de l'histoire, au final, enfin les mythes
ce que vous appelez les mythes. Et moi, j'avais une petite question, c'était est-ce qu'il n'y a pas un risque au XXIe siècle, quand on voit la digitalisation de la société, surtout dans ce contexte de pandémie, où au final les rapports sociaux ont été quasiment, presque exclusivement digitalisés pour le coup, pour les gens, vu que tout le monde a été séparé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la part des médias que les médias deviennent prépondérants, ou un facteur qui devient prépondérant quand avant il n'intervenait quasiment pas dans la création de ces mythes? C'est-à-dire que les mythes sont créés par des histoires et donc par le relayement des histoires. Et dans un monde tout digitalisé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit les médias qui créent ces mythes sociaux au final? Je ne comprends pas pourquoi vous faites une corrélation aussi étroite entre le numérique et les médias. Le numérique est en train d'envahir toute notre société et toutes les sphères de notre vie, dont les médias. Mais ce n'est qu'un élément parmi plusieurs autres. Et puis, je m'aperçois aussi que vous aussi, vous avez droit à une mauvaise note parce que là, vous venez d'utiliser le mythe dans le sens, un des sens que j'avais récusé au début. C'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas vrai, que c'est c'est une enflure fictive à laquelle on s'adonne. Okay. Donc, ben voilà, ce serait ma réaction là, à votre question. Merci, Alexis. Merci, mais par contre, la digitalisation, le numérique, est en train de prendre la valeur d'un véritable mythe au sens où je l'entends. Bientôt, ce sera impossible de s'opposer à la digitalisation ou de la dénoncer. On pourra parler de ses effets pervers, mais personne ne va remettre en cause sa vertu. C'est en train de prospérer dans l'intelligence artificielle, c'est en train de réaliser des choses absolument merveilleuses. Je veux dire, ça, c'est un mythe qui est en train de s'installer, c'est sûr. D'accord. Donc, vous croyez fermement que ça ne va pas avoir une importance trop prépondérante dans la création de ces mythes, du coup, et que les êtres humains pourront... C'est ce que disaient les gens au moment de l'introduction de l'électricité. OK. Monsieur Huneau a une question, il a levé la main. Vous pouvez mettre votre caméra? Non, vous ne pouvez pas mettre votre caméra. Oui, vous pouvez mettre votre caméra, monsieur Huneau. Bonjour, est-ce que... je ne sais pas si ma caméra est... Non, il n'y a pas de caméra en fait. Il n'y a pas de caméra, on vous entend bien, Michel. On vous entend bien. OK, c'est bon. Donc, d'abord, merci beaucoup pour tout ce regard pluridisciplinaire là, dont on a eu la chance d'assister à la session d'hiver. Ça a été vraiment extraordinaire. J'ai appris beaucoup. C'était un rendez-vous aux 2 semaines le matin avec le café, les croissants et des conférenciers exceptionnels. Donc, merci beaucoup pour avoir organisé tout ça. Mais vous avez gardé quand même une bonne idée de votre café et de vos croissants. Oui, tout à fait. J'ai quand même l'impression, puis peut-être ça va prendre du temps avant d'avoir un regard historique là-dessus, mais que c'est une crise relativement confortable pour une grande partie d'entre nous. On est, après écouter votre présentation aujourd'hui, moi je suis dehors sur mon patio, on a fait du télétravail, l'économie se porte quand même relativement bien et sans nier évidemment qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes, il y a des millions de personnes sur la ligne de front qui travaillent très très fort. Pour une grande majorité d'entre nous, ce qui a été atteint, c'est notre divertissement, nos liens sociaux. Si on se projette dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pensez que ce qu'on a vécu là va être au même niveau que d'autres, parce que vous avez des ancrages là, pour les changements de mythes sociaux? Est-ce que ça va se comparer à une guerre, par exemple, ou à la pandémie de 1918, où il y avait une proportion de la population beaucoup plus grande qui était décédée? Ouais. J'ai de la misère à répondre à votre question pour la raison suivante. D'abord parce que la pandémie n'est pas terminée et que plusieurs signes nous donnent à penser que ça va empirer. Et donc ça a conduit, ça inspire une certaine prudence, disons.
Deuxièmement, là, c'est sûr que tout le monde n'a pas souffert de la pandémie, mais quand même, si vous posez la question aux familles qui ont été affectées, notamment par le décès d'un aîné ou d'une aînée, ou par la perte d'un conjoint, ou des gens qui resteront handicapés pendant plusieurs années parce qu'ils ont été affectés par le virus, ça fait quand même pas mal de monde, ça. Maintenant, c'est vrai que quand même, on s'est aperçu, parce que là, j'ai dit des choses qui inspiraient un certain pessimisme tout à l'heure, mais il faut quand même se rendre compte aussi que notre société a réussi à se réorganiser d'une certaine façon. Par exemple, moi, ça me gêne un peu de le dire, mais pour ce qui est de mon travail, la pandémie ne m'a pas dérangé du tout. Et bien, bon, il faut dire que moi, je n'ai pas été affecté par la pandémie. Et puis qu'il n'y a pas eu de violence conjugale à la maison, si je peux révéler une confidence. Bon, alors, c'est curieux à dire, mais moi, je fais partie de ceux pour qui, comme vous dites là, la pandémie, ça ne m'a pas vraiment affecté. En plus, je suis retraité, je n'ai pas souffert matériellement ni autrement. Bon, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, combien de temps ce mauvais souvenir va durer? Je crois que pour l'instant, si ça s'arrêtait aujourd'hui, c'est rien de comparable à la Deuxième Guerre mondiale et à la mémoire que nous en avons. Mais j'aimerais mieux qu'on revienne à votre question dans 1 an, par exemple. On y verra plus clair. D'une façon ou d'une autre, on y verra plus clair. Et moi, je n'écarte pas, je n'ai pas dit parmi les 7 scénarios, celui sur lequel je parierais. Mais j'écarterais pas, moi, les scénarios selon lesquels l'effet sera plus éphémère qu'on le croit. OK. Ça répond, Michel? Oui, d'accord. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Gabriel. Bonjour, M. Bouchard. Oui, bonjour, Gabriel. Je me suis senti vous êtes le futur chef d'antenne, hein, c'est ça? Ouais. Si vous me recommandez, je vais peut-être me présenter. Peut-être que vos parents vont être déçus. Pourquoi? Ben, ça fait 20 ans qu'ils épargnent pour que vous deveniez un ingénieur. Au pire, on peut faire les deux. En effet. Oui, Gabriel, ta question? Oui, en fait, ça venait un peu à la question que vous venez tout juste de répondre. Ça, je m'intéressais à ce que vous racontiez un peu votre avis par rapport à ces 7 scénarios-là, puisque vous nous l'avez déjà dit auparavant dans notre petite entrevue pour notre vidéo, mais malheureusement, on n'avait pas assez de temps pour le mettre dans la vidéo. Mais ouais, en fait, je ne sais même plus si c'est tant pertinent puisque vous avez déjà répondu, mais en tout cas, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous invite. OK, on va donner la parole à Marius et probablement il reviendra. OK, Gabriel? C'est bon. Marius? Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Bouchard. Très édifiant. J'en apprends toujours plus. C'est comme un peu infini. À travers tout ça, vers la fin, vous avez présenté les 7 scénarios. Et j'ai pris le temps de les regarder puis d'essayer de voir lequel je pourrais envisager ou lequel serait le plus intéressant ou quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, je revenais vers le scénario 7 parce que je suis pessimiste de nature, je sais pas. Mais j'ai de la misère à voir l'humanité se relever malgré tous les échecs qu'elle a essuyés de se relever, d'autres terribles choses qui sont passées. Ma question serait plutôt de savoir si vous voudriez peut-être partager un scénario, peut-être que vous aimeriez ou bien que vous pensez qui serait bon à suivre parmi les 7 présentés. Ça peut être quelque chose que même vous pensiez qui ne se produira jamais, mais s'il y en a un qui vous plairait particulièrement. Marius, je vais vous dire quelque chose d'important, non? Les professeurs, c'est eux qui donnent les examens. Ils ne répondent pas aux questions. Merde. Non, mais vous pouvez bien imaginer qu'en faisant ces scénarios, j'ai réfléchi moi-même beaucoup. Et franchement, j'arrive pas à en pointer un du doigt en particulier. Il faudrait que je fasse une combinaison de 2 ou 3 d'entre eux. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui était un idéaliste effréné. La vie m'a enseigné quelque chose, tempérer mes enthousiasmes.
et les illusions que j'avais, parce que j'en avais. Je ne suis pas quelqu'un de cynique, non, pas du tout. J'essaie d'être une personne décente, mais en même temps, j'ai peur de retomber dans des illusions. Alors, les utopies, j'ai une méfiance un peu instinctive à l'endroit de ça. Quand je vois des soirs qui sont trop beaux, ça me fait reculer. Moi, je pense qu'il va y avoir des changements, bien sûr. Il va y avoir des améliorations dans l'organisation du système de santé. Il va y avoir des changements dans l'économie, dans le sens que nous souhaitons tous. Il va y avoir des changements dans la vision du monde, dans les mentalités, dans l'imaginaire. Je pense pas qu'on continue à percevoir la sphère mondiale de la même façon que nous le faisions avant. Il va falloir qu'elle se réforme fondamentalement pour que nous révisions notre nouvelle vision de la sphère mondiale. Vous voyez, en ce sens-là, c'est des choses assez concrètes là, sur lesquelles on peut discuter. Mais pour le reste, je ne suis pas prêt à prendre mon envol, là, puis dire qu'il y aura un avant et un après, etc. On abuse de ces choses-là. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu l'attentat contre la mosquée de Québec il y a 4 ou 5 ans, le premier ministre Couillard avait fait un discours magnifique. Il y avait des scripteurs qui étaient très talentueux. Et finalement, il avait fini comme ça son discours à propos de la mosquée. Il voulait dire que les Québécois prenaient conscience de quelque chose de tragique, que ça allait modifier nos perceptions, nos comportements. Et il avait conclu comme ça, il y aura un avant et un après. Bon, ben, il y a eu un avant, mais l'après, on ne l'a pas vu. Je veux dire, le gouvernement Quillard n'a absolument rien fait pour aider les musulmans, pour prévenir la répétition de ce genre de tragédie, qui heureusement n'est pas revenu. Mais vous voyez, ça rend cynique un peu, hein, ce genre d'exemple-là. Oui, un peu. Alors, moi, je ne dis pas que je suis cynique, mais j'essaie de demeurer un scientifique, puis essayer d'espérer à partir de données qui sont un peu concrètes. Voilà. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux faire à votre question. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci. J'avais une question du public rapidement, puis après ça, on va conclure. Gabriel, est-ce que tu peux garder ta question pour quand on va se revoir dans quelques minutes dans ma salle de réunion? Pas de souci. OK. Alors, j'avais une question. Pensez-vous que le silence des leaders moraux ou religieux serait dû au principe de laïcité qui prévaut ici au Québec? Évidemment, elle continue avec son explication, mais essentiellement, là, c'est Non, je pense que la laïcité est une conséquence de ça. Je pense que ce qui est arrivé d'abord et avant tout, c'est ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire le fait que les populations se sont mis à expliquer ce qui leur arrivait en référant de moins en moins à des forces surnaturelles et de plus en plus à des facteurs naturels. Et ça, c'est une évolution qui a commencé au XVe siècle, qui s'est poursuivie, par exemple, avec Machiavel. Machiavel est un parfait exemple. Machiavel, au lieu de considérer que la vie de la politique relevait des volontés de Dieu, il s'est dit non, pas du tout, ça obéit à une mécanique qu'on peut décomposer. Et il a écrit Le Prince, qui décrit les mécanismes de la vie politique, qui n'avaient pas besoin de faire intervenir des facteurs divins. Galilée, c'est la même chose. On peut interpréter le mouvement des planètes sans référer à des forces divines. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu tant à souffrir de l'Église. Copernic, c'est pareil. À chaque fois que ces pionniers-là ont commencé à affirmer qu'on pouvait comprendre les phénomènes en les considérant comme étant naturels, déjà naturels, c'était un blasphème, c'est-à-dire en faisant abstraction d'autres forces qui pouvaient les diriger ou les synchroniser. Alors, il y a eu une coupure là, qui s'est installée et qui s'est prolongée sur plusieurs siècles. Ici au Québec, les historiens en ont fait l'historique. Par exemple, une querelle dans les années 1930, est-ce qu'on pouvait séparer la cause de la nation et la cause de la religion? Alors là, il y a toute une controverse très dure. La hiérarchie catholique était absolument dressée contre cela. Le chanoine Brou était à l'avant-garde dans les tranchées. On ne peut pas penser la nation sans la référence religieuse. Mais pourtant, d'autres religieux ont affirmé que oui, non seulement ça pouvait se faire, mais qu'il fallait le faire. Parce que s'il arrivait des malheurs à la nation, il fallait en préserver la religion. Et c'est un argument quand même qui s'est avéré assez solide. Et finalement, ça a évolué
jusqu'à l'idée qu'il faut séparer l'Église et l'État, c'est-à-dire la laïcité. Alors, vous voyez, ça a été plutôt un effet qu'une cause, en ce sens-là. Merci beaucoup. Ben, écoutez, on va se quitter là. Désolée pour les problèmes techniques qui ont eu lieu au début.